j'ai perdu mon oreillette. C'était pas fait exprès. Attendez. Ben voilà, c'est comme ça, c'est les joies du direct sans direct. Alors, voilà, on va faire comme si ça venait de commencer. Attention. Bonsoir et bienvenue à tous. Vous êtes où d'ailleurs? Vous êtes avec moi dans l'émission Voyage au bout de la nuit. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir encore. Comme ça, j'ai perdu mon oreillette en direct pour eh bien, parler de littérature ou en tout cas lire. Et qu'est-ce qu'on va lire? Eh bien, on va lire des lettres. Bah non, c'est pas ennuyeux les lettres. C'est vachement bien. Vous savez que c'est quand même un genre littéraire. Bah oui, le roman épistolaire. Bon, alors ça, c'est pas un roman, parce que le roman, c'est de la fiction, mais ce sont véritablement des lettres que Madame de Sévigné a envoyées tout au long de sa vie. Alors, vous allez voir, elle en a surtout envoyé à sa fille, mais ces lettres sont tellement bien écrites qu'elles ont été publiées à titre posthume. Bon, je vous avoue que déjà de son vivant, Madame de Sévigné n'était pas bête et elle savait bien que ces lettres étaient lues et peut-être pas seulement par les destinataires. En tout cas, si vous avez suivi les émissions précédentes, vous avez vu que je vous ai fait un petit topo, un petit brief avec la vie de Madame de Sévigné, son enfance, qu'est-ce qu'elle a fait, comment c'est devenu une femme de lettres. Et puis, on n'a pas encore évoqué la fin. Alors, comment ça finit tout ça? Eh bien, ça finit pas très bien. À vrai dire, je vous avais dit que la fille de Madame de Sévigné épouse le comte de Grignan. Elle part vivre dans le sud et Madame de Sévigné, elle reste plutôt à Paris. Elle reçoit beaucoup et puis elle va beaucoup dans les salons, elle traîne dans les salons et elle se fait une réputation tout à fait honorable. Mais ce qui finit pas bien, c'est que le comte de Grignan, donc c'est l'époux de sa fille, il va s'endetter. Il va s'endetter considérablement pour continuer un train de vie qui est au-dessus de ses moyens. Voilà. Et sa chère fille, donc Françoise Marguerite, va tomber malade. À ce moment-là, ni une ni deux, Madame de Sévigné se rend à son chevet et la soigne avec une attention toute particulière. Elle-même, Madame de Sévigné, mourra quelques années plus tard, en 1696. Elle mourra au printemps, comme en ce moment, et elle fut inhumée à Grignan, mais sa tombe, ne la cherchez pas, elle a été ouverte et violée pendant la Révolution. Alors, on va se replonger tout de suite dans les lettres choisies. De quoi inspirer votre correspondance pour cet été? On ne sait jamais, si vous avez envie d'envoyer des cartes postales. Alors, une dernière info, on recense aujourd'hui 1120, les numéros du loto, dans 1120 lettres de Madame de Sévigné, dont quand même, c'est un chiffre assez coquet, 764 envoyés à sa fille. Voilà. Alors, sachez, je vous l'ai dit encore, qu'aucune de ces lettres n'ont été publiées de son vivant. Vous imaginez bien la correspondance dévoilée comme ça à tout vent, mais en tout cas, je ne sais pas à combien s'élevaient les frais des timbres-poste à l'époque, mais j'espère qu'elle avait une carte de fidélité. En tout cas, aujourd'hui, il y a prescription. Nous pouvons lire ces lettres. Elles sont d'ailleurs publiées chez tous les bons éditeurs de ce nom. Je continue. Donc, je suis en plein milieu d'une lettre. C'est la lettre numéro 13. Voilà. Et comme je vous le disais, c'est la lettre à sa fille, Madame de Grignan. Allez, très bon voyage à vous. J'avais fort envie de savoir quel temps vous aviez en votre Provence. Et comme vous Voilà. Et comme vous vous accommodiez des punaises, vous m'apprenez ce que j'avais dessein de vous demander. Pour vous, pour nous, depuis 3 semaines, nous avons eu des pluies continuelles. Au lieu de dire « après la pluie vient le beau temps », nous disions « après la pluie vient la pluie ». Tous nos ouvriers en ont été dispersés. Pilois en était retiré chez lui. Et au lieu de m'adresser votre lettre au pied d'un arbre, vous auriez pu me l'adresser au coin du feu ou dans le cabinet de notre abbé, à qui j'ai plus que jamais des obligations infinies. Nous avons ici beaucoup d'affaires. Nous ne savons encore si nous fuirons les États ou si nous les affronterons. Ce qui est certain, ma bonne, et dont je crois que vous ne douterez pas, c'est que nous sommes bien loin d'oublier cette pauvre exilée. Hélas, qu'elle nous est chère et précieuse. Nous en parlons très souvent, mais
quoique j'en parle beaucoup, j'y pense encore 1000 fois davantage, et jour et nuit, et en me promenant, et quand il semble que je n'y pense plus, et toujours, et à toute heure, et à tout propos, et en parlant d'autres choses, et enfin, comme on devrait penser à Dieu si l'on était véritablement touché de son amour. J'y pense d'autant plus que très souvent, je ne veux pas parler de vous, il y a des excès qu'il faut corriger, et pour être poli, et pour être politique. Il me souvient encore comme il faut vivre, pour n'être pas pesante. Je me sers de mes vieilles leçons. Nous lisons fort ici. La mousse m'a prié qu'il pût lire la tasse avec moi. Je le sais fort bien parce que je l'ai très bien appris. Cela me divertit. Son latin et son bon sens le rendent un bon écolier. Et ma routine et les bons maîtres que j'ai eus me rendent une bonne maîtresse. Mon fils nous lit des bagatelles, des comédies qu'il joue comme Molière, des vers, des romans, des histoires. Il est fort amusant, il a de l'esprit, il entend bien. Il nous entraîne et nous a empêchés de prendre aucune lecture sérieuse, comme nous en avions le dessein. Quand il sera parti, nous reprendrons quelques belles morales de ce monsieur Nicole. Il s'en va dans 15 jours à son devoir. Je vous assure que la Bretagne ne lui a point déplu. J'ai écrit à la petite Deville pour savoir comme vous ferez pour vous faire saigner. Parlez-moi au long de votre santé, et de tout ce que vous voudrez, vos lettres me plaisent au dernier point. Pourtant, ma petite, ne vous incommodez point de m'écrire, car votre santé va toujours devant toute chose. Nous admirons, l'abbé et moi, la bonté de votre tête sur les affaires. Nous croyons voir que vous serez la restauratrice de cette maison de Grignan. Les uns gâtent, les autres raccommodent. Mais surtout, il faut tâcher de passer sa vie avec un peu de joie et de repos. Mais le moyen, ma bonne, quand on est à 100 000 lieues de vous, vous dites fort bien, on se parle et on se voit au travers d'un gros crêpe. Vous connaissez les rochers, et votre imagination sait un peu où je puis me rendre. Eh bien, pour moi, je ne sais où j'en suis. Je me suis fait une Provence, une maison à Aix, peut-être plus belle que celle que vous avez. Je vous y vois, je vous y trouve. Pour Grignan, je le vois aussi, mais vous n'avez point d'arbres, et cela me fâche, ni de grotte pour vous mouiller. Je ne vois pas bien où vous vous promenez. J'ai peur que le vent ne vous emporte sur votre terrasse. Si je croyais qu'il pût apporter par ici un tourbillon, je tiendrai toujours mes fenêtres ouvertes, et je vous recevrai, Dieu sait. Voilà une folie que je pousserai loin. Mais je reviens et je trouve que le château de Grignan est parfaitement beau. Il sent bien les anciens Adhémar. Je ne vois pas bien où vous avez mis vos miroirs. L'abbé, qui est exact et scrupuleux, n'aura point reçu tant de remerciements pour rien. Je suis ravie de voir comme il vous aime. Et c'est une des choses dont je veux vous remercier que de faire tous les jours augmenter cette amitié par la manière dont vous vivez avec moi et avec lui. Jugez quel tourment j'aurais s'il avait d'autres sentiments pour vous. Mais il vous adore. Dieu merci. Voilà mon caquet bien revenu. Je vous écris 2 fois la semaine et mon ami Dubois prend soin extrême de votre commerce, c'est-à-dire de ma vie. J'en ai point reçu par le dernier ordinaire, mais je n'en suis point en peine à cause de ce que vous mandez. C'est joli, hein. Avant, il ne disait pas « demander », il disait « je vous mande quelque chose ». D'ailleurs, puisqu'on lit des lettres, moi aussi, je pourrais vous mander d'en écrire quelques-unes. Vous savez que si vous avez envie de nous écrire à Voyage au bout de la nuit, eh bien, c'est facile. C'est Voyage au bout de la nuit, C8, 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt. Voilà, quoi de plus simple, puisqu'on est dans de la correspondance, eh bien, envoyez-nous des lettres. Et je crois que je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, mais si on est dans la correspondance moderne, eh bien, envoyez-nous des tweets avec le hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit, hashtag VBN pour tweeter, instagrammer ou nous envoyer des mots sur Facebook, une autre forme de correspondance. Alors, je ferme la parenthèse et je reprends la lecture. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir les lettres quand même. Par exemple, j'adore envoyer des cartes postales. C'est mon petit truc. En été, en hiver, au printemps. J'aime bien, il y a un côté un petit peu désuet. Et c'est vrai que j'aime bien envoyer des cartes postales et en recevoir. Voilà, le message est passé. Voilà une lettre que j'ai reçue de ma tante. Votre fille est plaisante. Elle n'a pas osé aspirer à la perfection du nez de sa mère. Elle n'a pas voulu aussi. Je n'en dirai pas davantage. Elle a pris un 3e parti et s'avise d'avoir un petit nez carré, ma bonne. N'en êtes-vous point fâchée ?
Hélas, pour cette fois-ci. Vous ne devez pas avoir cette idée. Mirez-vous, c'est tout ce que vous devez faire pour bien finir, heureusement, de ce que vous commencez si bien. Adieu, ma très aimable bonne. Embrassez monsieur de Grignan pour moi. Vous lui pouvez dire les bontés de notre abbé. Il vous embrasse, cet abbé, et votre fripon de frère. La mousse est bien content de votre lettre. Il a raison, elle est aimable. Pour ma très bonne et très belle, dans ce château d'Apollydon. Lettre 14, numéro 14, toujours à Madame de Grignan, toujours écrite au rocher, cette fois le 5 août, c'est un mercredi 1671. Et j'ai envie de regarder parce qu'il y a toujours des petites notes à la fin, avec des petites explications qu'on n'a pas toujours. Et par exemple, page 62, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a une note, quand elle dit « dans son château d'Apollydon », il y a une petite note que j'ai envie de trouver pour vous et pour moi. Page 62. Voilà. Le château, ah ben c'est joli ça, fallait le savoir. Donc Apollydon, la note c'est le château magique construit par l'enchanteur Apollydon au livre 2 de l'Amadis des Gaules. Eh bien je ne le savais pas. Peut-être que vous non plus ou peut-être que vous le saviez. En tout cas, voilà, ces notes ne sont pas inutiles. Je reprends la lecture. Enfin, je suis bien aise que monsieur de Coulanges vous ait mandé des nouvelles. Vous apprendrez encore celle de monsieur de Guise, dont je suis accablée quand je pense à la douleur de mademoiselle de Guise. Vous jugez bien, ma bonne, que ce ne peut être que par la force de mon imagination que cette mort me puisse faire mal. Car du reste, rien ne troublera moins le repos de ma vie. Vous savez comme je crains les reproches qu'on se peut faire à soi-même. Mademoiselle de Guise n'a rien à se reprocher que la mort de son neveu. Elle n'a jamais voulu qu'il ait été saigné. La quantité de sang a causé le transport au cerveau. Voilà une petite circonstance bien agréable. Je trouve que dès qu'on tombe malade à Paris, on tombe mort. Je n'ai jamais vu une telle mortalité. Je vous conjure, ma chère bonne, de vous bien conserver. Et s'il y avait quelque enfant à Grignan qui eut la petite vérole, envoyez-le à Montélimar. Votre santé est le but de mes désirs. Il vous faut un peu que je vous dise des nouvelles de nos états, pour votre peine d'être bretonne. Monsieur de Chaulnes arriva dimanche au soir, au bruit de tout ce qu'on veut faire à Vitré. Le lundi matin, il m'écrivit une lettre et me l'envoya par un gentilhomme. J'y fis réponse par aller dîner avec lui. On mangea à 2 tables dans le même lieu. Cela fait une assez grande mangerie. Il y a 14 couverts à chaque table. Monsieur en tient une, madame l'autre. La bonne chère est excessive. On reporte les plats de rôti comme si on n'y avait pas touché. Mais pour les pyramides du fruit, il faut faire hausser les portes. Nos pères ne prévoyaient pas ces sortes de machines, puisque même ils n'imaginaient pas qu'il fallut qu'une porte fût plus haute qu'eux. Une pyramide veut entrer, ces pyramides qui font qu'on est obligé de s'écrire d'un côté de la table à l'autre, mais ce n'est pas ici qu'on a du chagrin. Au contraire, on est fort aise de ne plus voir ce qu'elle cache. Cette pyramide avec fin porcelaine fut si parfaitement renversée à la porte que le bruit en fit taire les violons, les hautbois, les trompettes. Après le dîner, messieurs de Locmaria et de Côte-Logon, avec 2 bretonnes, dansèrent des passe-pieds merveilleux et des menuets, d'un air que nos bons danseurs n'ont pas beaucoup près. Ils y font des pas de bohémiens et des pas de bretons, avec une délicatesse et une justesse qui charment. Je pense toujours à vous, et j'avais un souvenir si tendre de votre danse, de ce que j'avais vu danser, que ce plaisir me devint une douleur. On parla fort de vous. Je suis assurée que vous auriez été ravis de voir danser Locmaria. Les violons et les passe-pieds de la cour font mal au cœur au prix de cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils font 100 pas différents, mais toujours cette cadence courte et juste. Je n'ai point vu d'homme danser comme lui, cette sorte de danse. Après ce petit bal, on vit entrer tous ceux qui arrivaient en foule pour ouvrir les états le lendemain. Monsieur le Premier Président, messieurs les procureurs et avocats généraux, 8 évêques, messieurs de Molac, Lacoste, Côte-Logon, le père, monsieur Boucherat, qui vient de Paris, 50 bas bretons dorés jusqu'aux yeux, sans communauté. Le soir devait venir madame de Rohan d'un côté et son fils de l'autre, et monsieur de Lavardin, dont je suis étonnée. Je ne vis point ces derniers car je voulus venir coucher ici, après avoir été à la tour de Sévigné, voir monsieur d'Arouy
et messieurs Fourchet et Chézières, qui arrivez monsieur Dariou, vous écrira. Il est comblé de vos honnêtetés. Il a reçu 2 de vos lettres, à Nantes, dont je vous suis encore plus obligée que lui. Sa maison va être le Louvre des États. C'est un jeu, une chair, une liberté jour et nuit qui attire tout le monde. Je n'avais jamais vu les États, c'est une assez belle chose. Je ne crois pas qu'il y en ait, ou qu'il y en ait qui ait un plus grand air que ceci. Cette province est pleine de noblesse. Il n'y en a pas un à la guerre ni à la cour. Il n'y a que votre frère qui peut-être y reviendra un jour comme les autres. J'irai tantôt voir Madame de Rohan. Il viendrait bien au monde ici si je n'allais à Vitré. C'était une grande joie de me voir aux États. Je n'ai pas voulu en voir l'ouverture, c'était trop matin. Les États ne doivent pas être longs. Il n'y a qu'à demander ce que veut le roi. On ne dit pas un mot, voilà qui est fait. Pour le gouverneur, il trouve que, je ne sais pas comment, plus de 40 000 écus qui lui reviennent. Une infinité d'autres présents, de pensions, de réparations de chemins et de villes, 15 ou 20 grandes tables, un jeu continuel, des bals éternels, des comédies 3 fois la semaine, une grande braverie, voilà les États. J'oublie 400 pipes de vin qu'on y boit, mais si j'oubliais ce petit article, les autres ne l'oublieront pas. Et c'est le premier, voilà ce qui s'appelle, ma bonne, des contes, à dormir debout. Mais ils viennent au bout de la plume. Quand on est en Bretagne et qu'on a autre chose à dire, j'ai 1000 baisements à vous faire, de monsieur et de madame Chaulnes. Je suis toujours à vous, et j'attends le vendredi où je reçois vos lettres avec une impatience digne de l'extrême amitié que j'ai pour vous. Notre abbé vous embrasse, et moi, mon cher Grignan, et ce que vous voudrez. Lettre 15 à Madame de Grignan, toujours au Rocher, le 21 octobre 1671. Mon Dieu, ma bonne, que votre ventre me pèse, et que vous n'êtes pas seule qu'il fait étouffer. Le grand intérêt que je prends à votre santé me ferait devenir habile si j'étais auprès de vous. Je donne des avis à la petite Deville qui ferait croire à Madame Moreau que j'ai eu des enfants. En vérité, j'en ai beaucoup appris depuis 3 ans, mais j'avoue qu'auparavant, cela, l'honnêteté et la préciosité d'un long veuvage m'avaient laissé dans une profonde ignorance. Je deviens matrone à vue d'œil. Vous avez monsieur de Coulanges présentement qui vous aura bien réjoui le cœur, mais vous ne l'aurez plus quand vous recevrez cette lettre. Je l'aimerai toute ma vie du courage qu'il a eu de vous aller trouver jusqu'à Lampsec. J'ai fort envie de savoir des nouvelles de ce pays-là. J'y suis accablée de celles de Paris. Surtout la répétition du mariage de monsieur me fait sécher sur le pied. Je suis en butte à tout le monde, et tel qui ne l'a jamais écrit s'en avise pour mon malheur, afin de me l'apprendre. Je viens d'écrire à l'abbé de Pontcarré que je le conjure de ne m'en plus rompre la tête, et de la Palatine qui va quérir la princesse, et du maréchal du Plessis qui va l'épouser à Metz, et de monsieur qui va consommer à Châlons, et du roi qui les va voir à Villiers-Cotterêts. Qu'en un mot, je n'en veux plus entendre parler qu'ils n'aient couché et recouché ensemble. Que je voudrais être à Paris pour n'entendre plus de nouvelles. Qu'encore, si je me pouvais venger sur les Bretons de la cruauté de mes amis, je prendrais patience. Mais qu'ils sont 6 mois à raisonner sans ennui sur une nouvelle de la cour. Et à là, regarder de tous les côtés, que pour moi, il me reste encore quelques petits airs du monde qui fait que je me laisse aisément de tous ces dits et redits. J'écrivis l'autre jour à Figuriborum sur son ambassade. Il ne m'a point fait réponse. Je m'en prends à vous. Adieu, ma très aimable comtesse. Je vous vois, je pense à vous sans cesse, je vous aime de toute la tendresse de mon cœur et je ne pense point qu'on puisse aimer davantage. 1000 amitiés au Grignan, à proportion de ce que vous croyez qu'il m'aime. Cette règle est bonne, je m'en fie à vous, mon abbé, et tout à vous, et la belle mousse. Et wouhou, c'est la fin de cette émission. Comme vous l'avez compris, bien sûr, je n'ai plus de bouquin. Par contre, je passe le flambeau à une prochaine lectrice. En attendant de vous revoir, eh bien, passez une très belle nuit si vous allez vous coucher, une très belle journée si vous allez travailler. Beaucoup de courage et évidemment, prenez soin de vous. Allez, ciao! À très bientôt sur un C8.